La modélisation des fluides est extrêmement complexe et la mécanique des liquides et des gaz est régie par des lois approximant le comportement fluide. Par exemple, si on prend un fluide sans viscosité, les équations simples sont données par les équations d'Euler. Et les équations générales sont les équations de Navier-Stokes dont personne ne connaît une solution générale. Alors nous, on va modéliser nos fluides à l'aide d'un réseau de Boltzmann. Et donc on va ici lancer un fluide qui part de la paroi de gauche, qui se dirige vers la droite, et qui sur sa trajectoire rencontre un obstacle qui est ici un disque. Et donc ce qu'on dessine ici, c'est le vortex, c'est-à-dire le caractère tournant de nos particules, et spécialement ce qui se passe après avoir rencontré l'obstacle. Je vous présente la modélisation à l'aide du réseau de Boltzmann. Je vous présente juste la partie modélisation des particules, mais je ne vous présente pas les équations qui régissent le mouvement. Je vous renvoie au livre pour plus de détails. Donc on a un fluide qui arrive de la gauche et qui se dirige vers la droite et qui rencontre un obstacle. On va représenter notre espace de travail par une grille avec des cases. Et dans chacune de ces cases, on va placer une grosse particule. D'accord ? Cette grosse particule, à l'instant d'après, elle peut soit être restée dans la même case, soit s'être déplacée sur une case voisine, à gauche, à droite, en haut, en bas ou en diagonale. D'accord ? Mais en fait, cette modélisation est un peu trop grossière parce qu'en fait, une particule elle peut se déplacer selon certaines probabilités sur une case voisine. Et donc, on ne tient pas compte de ces probabilités. Pour tenir compte de ces probabilités, on va casser notre grosse particule en plein de mini-particules. Donc ici, on va casser une grosse particule en 36 mini-particules au départ. Et donc dans notre case, maintenant, on n'a pas une seule particule, on a 36 mini-particules. Et on va les répartir suivant des probabilités. Donc on va en mettre un certain nombre qui ont chacune des propriétés différentes. Donc par exemple, sur notre exemple, il y a 16 mini-particules qui, l'instant d'après, resteront dans la même case. On les a placées sur la case centrale. Il y a une particule, une mini-particule ici en haut à droite, qui, l'instant d'après, va se déplacer dans la case en haut à droite. Il y a 4 particules ici dans la mini-case de droite qui vont se déplacer l'instant d'après dans la case de droite, etc. Et donc comme ça, on tient compte des probabilités. Donc ça, c'est un instant initial, on répartit chacune des cases en 36 mini-particules. Mais maintenant, au fil du temps, les nombres ici vont évoluer. D'accord ? Donc à partir d'une case, on peut facilement calculer la densité. On va dire que 36, c'est la densité 1. Et donc si vous avez moins de 36, vous avez moins de densité 1. Si vous avez plus de 36, vous avez plus de 36, plus de densité 1. Vous pouvez calculer la vitesse. La vitesse associée à une grosse particule, vous faites la moyenne des vecteurs vitesse que vous avez. Là, on a 4 particules qui se déplacent vers la droite et qui se compensent avec 4 particules vers la gauche, etc. Donc en fait, ici, pour l'instant, notre particule ne se déplace pas. Donc on peut calculer la densité, la vitesse, et puis le vortex, c'est la façon, c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est la façon dont les particules vont tourner au fil du temps. Maintenant, on a dit que notre 4 mini-particules de droite, l'instant d'après, elles se retrouvent dans la case de droite, et puis par inertie, si on n'a pas d'autre force, elles vont aussi toujours se déplacer vers la droite. Donc on les place dans la mini-case de droite. Bien sûr, on va faire agir des forces sur nos mini-particules, donc il va y avoir des évolutions. Si on veut réaliser un flux qui va de la gauche vers la droite, on avait dit qu'il y avait un flux qui arrivait de la gauche et qui allait vers la droite, au lieu de placer seulement 4 mini-particules dans la mini-case de droite, on en place 12. Et donc maintenant, vous voyez que ça déséquilibre ici notre vecteur vitesse. On a plus de particules qui vont vers la droite que de particules qui vont vers la gauche. Et donc globalement, notre grosse particule, c'est comme si elle se déplaçait vers la droite. Donc ça, comme ça, c'est comme ça qu'on crée un flux vers la droite. Et enfin, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à un obstacle ? Une particule qui arrive à un obstacle avec un certain vecteur ici vitesse, donc par exemple elle se déplace en bas à droite,
eh ben, elle va repartir en haut à gauche. On fait tout simplement l'opposé du vecteur vitesse. Donc encore une fois, ça c'est la modélisation du réseau de Boltzmann. Après, il faut s'occuper des équations et ça, encore une fois, je vous renvoie au livre pour plus de détails. Ce qu'on fait avec le réseau de Boltzmann, c'est vraiment une modélisation physique de toutes les propriétés de nos particules. On avait montré le vortex, donc maintenant on va passer à la densité. Donc en rouge les zones de haute densité, en bleu les zones de basse densité. Donc les particules vont de la gauche vers la droite. Et donc c'est normal qu'en amont de l'obstacle, on ait plus de densité puisque les particules s'accumulent. Et à l'arrière, on a moins de densité. Donc vous voyez comme ça des évolutions de front d'onde. Et donc ça fait des zones de densité assez sophistiquées. On peut aussi représenter la valeur de la vitesse de nos particules lorsqu'elles franchissent l'obstacle. Vous voyez que bien sûr devant et derrière l'obstacle la vitesse est très faible, ce qui est normal, et autour de l'obstacle la vitesse est plus élevée parce que les particules sont obligées de contourner l'obstacle.